Joseph Kizerbo, bien debout, le regard tourné vers l'avenir, serrant contre lui un livre. La statue en bronze trône désormais sur l'université qui porte le nom de l'illustre historien panafricain. En ce jour anniversaire de sa disparition, les autorités universitaires ont décidé de lui rendre un hommage mérité. Images et commentaires à suivre dans ce journal. 2 semaines après les élections couplées, le CSC fait le bilan de la mise en œuvre du pacte de bonne conduite signé par les candidats. Si l'essentiel des points a été respecté par les acteurs, force est de constater que les politiques, eux, ont foulé aux pieds les mesures barrières contre la Covid-19. Les détails à suivre dans cette édition. Covid-19 toujours, et cette question, quelle est la perception des tout-petits de cette crise sanitaire qui secoue l'humanité? Les enfants se sont exprimés à travers des graffitis que nous vous proposons dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur BF1. La mémoire du professeur Joseph Kizerbo prend de plus en plus une grande place au sein de la première université du Burkina. En ce 4 décembre, jour qui rappelle son décès, un certain 4 décembre 2006, une statue a été inaugurée, une statue qui trône désormais fièrement au sein de l'université qui porte son nom. Un devoir de mémoire, un hommage rendu à un historien, un panafricaniste, un hommage à l'homme du développement endogène qui a été par ailleurs un pionnier du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Rémi Lambert-Nébier. Depuis 2015, son nom renvoie à la doyenne des universités du Burkina. Et à partir de ce 4 décembre 2020, date de commémoration de la 14e année de son décès, sa statue trône désormais au beau milieu de l'université qui porte son nom. Professeur Joseph Kizerbo, un nom qui s'identifie à presque toutes les disciplines, politique, culture, histoire, littérature, bref, la dimension intellectuelle de l'homme est souvent qualifiée d'indéfinissable et l'un de ses plus nobles combats a été de restaurer la dignité de l'homme noir. C'est l'un des plus grands panafricanistes et c'est l'immensité de cette œuvre qui est célébrée par l'érection de cette œuvre architecturale voulue par la communauté scientifique. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui pour montrer que le Burkina, la Haute-Volta avant le Burkina a eu un digne fils qui a montré que l'Africain n'avait pas de complexe à se faire, mais qu'on pouvait être heureux dans notre modèle de développement. Qui a créé le complexe? C'est ceux qui sont venus nous montrer que le développement, c'est la modernité. Éclaireur d'une Afrique à la croisée des chemins face aux défis du développement, il a montré la voie à suivre à tout un continent qui peine toujours à trouver ses repères. Mais pour les premiers responsables de l'université, Joseph Kizerbo, à travers sa statue, doit continuer à guider la jeune génération. Il nous a rappelé que l'Africain doit penser qu'il peut se développer. Et il a même dit, on ne développe pas, on se développe. On ne peut pas avoir un développement clé en main, mais il faut avoir un développement clé en tête. Cela veut tout dire et nous le respectons et nous pensons que cette statue va amener cette jeunesse qui n'a pas de repère aujourd'hui de pouvoir avoir un repère, une source d'inspiration. Sur 2,70 m, la statue met en exergue dans ce temple du savoir l'une des célèbres œuvres du professeur Joseph Kizerbo, Éduquer ou périr, écrit en 1990. Et pour sa famille, il n'y a pas plus bel hommage que de mettre en lumière son militantisme au profit de l'éducation. Il écrit dans l'introduction de ce livre, après la mise au monde, il reste l'éducation. Il attire notre attention sur le fait qu'éduquer, c'est apprendre à devenir. Éduquer ou périr. Pour ne pas périr, il faut se développer. Toute une génération d'intellectuels africains s'identifie à lui et elle souhaite voir sa pensée consacrée en savoir. La dernière étape de ce processus de réhabilitation sera d'enseigner sa pensée dans nos amphithéâtres et d'encourager les recherches et académiques sur sa pensée au sein des facultés.
Sinon, comme ça, dire l'université Joseph Kizerbo, on vient, on passe, on voit la statue, ça ne dit pas grand-chose encore. Il faut qu'il y ait des étudiants qui sortent de là avec un diplôme qui porte donc la spécialité de la pensée Joseph Kizerbo. Et ça, je pense que je vais demander au professeur Cissé de voir avec ses enseignants comment ça peut être opérationnalisé en travaillant avec la famille, en travaillant donc avec le centre de recherche qui a été celui du professeur Joseph Kizerbo. À l'occasion, la famille du professeur Joseph Kizerbo a mis à la disposition de la communauté scientifique un fonds documentaire de 4939 ouvrages et documents que détenait Joseph Kizerbo. Elle a décidé également de financer 2 thèses de doctorat sur le développement endogène avec l'espoir que la nouvelle génération sera la réponse plausible à l'une des grandes interrogations du professeur Joseph Kizerbo à quand l'Afrique. Présent ces chiffres sur la COVID-19, la maladie commence à être inquiétante. Plus de 300 cas les 2 dernières semaines, des semaines après les élections où nous avons assisté à la violation flagrante des mesures barrières contre la COVID-19, donc par les politiques de tous bords, même si le lien n'est pas encore établi entre flambée des chiffres et grande mobilisation des partis politiques. À l'heure du bilan, le CSC regrette l'irrespect de ces mesures, des mesures pourtant qui figurent dans le pacte de bonne conduite paraphé par l'ensemble des acteurs. C'est presque le seul bémol dans la mise en œuvre du pacte de bonne conduite. Les autres aspects ont été respectés, se félicite le Conseil supérieur de la communication. Roméo Koïta. Ils sont au total 140 jeunes. Durant la campagne électorale, ils ont été les yeux et les oreilles du Conseil supérieur de la communication à travers le Burkina Faso sur les activités des médias relatives aux élections. Pendant 21 jours, ces observateurs ont fait le monitoring du temps d'antenne accordé à chaque candidat, parti ou formation politique engagé dans ces joutes électorales, mais aussi recenser les écarts de langage et l'attitude des candidats aux antipodes du pacte de bonne conduite dont ils sont aussi partie prenante. Le professionnalisme des médias durant cette période électorale ayant été salué, ces observateurs ne pouvaient être oubliés par l'organe en charge de la régulation des médias, selon son premier responsable. Nous vous en sommes gré. Pour la plupart, vous êtes des étudiants. Au-delà du petit travail que vous avez obtenu, c'était pour vous aussi votre manière de contribuer à l'édification d'un état de droit au Burkina Faso. En guise de reconnaissance, des attestations leur sont décernées pour honorer leur travail. Un précieux sésame pour ces jeunes. Une première fois au Burkina Faso, mais pourquoi pas même dans les jours à venir, dans le cadre de l'UEMOA, CEDEAO. Voilà, on peut lancer un truc comme ça. Et puis, comme nous, on a déjà une attestation, on postule et on peut être retenu. Donc, je crois que c'est vraiment une riche expérience. La couverture médiatique des élections s'est bien déroulée dans l'ensemble, se félicite le CSC. Mais la difficulté majeure relevée, c'est le non-respect des mesures barrières contre la COVID-19 par les candidats et leurs militants. Même si dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du travail qui a été mené sur le terrain, sur ce point précis, nous sommes au regret de dire que les partis politiques, les candidats et les militants sont en train de réduire à néant les efforts que le Burkina avait eu à faire pour maîtriser la pandémie. Depuis 3 jours, le nombre de nouvelles contaminations est reparti à la hausse, avec un cumul de 166 cas. Même si pour l'instant, il n'y a pas encore de lien entre les foules mobilisées lors des campagnes et ces chiffres, mais au regard de la tendance, le président du CSC en appelle au respect des mesures de protection. Et quand le CSC réitère son appel au respect des mesures barrières contre la COVID-19, le PNUD, lui, s'intéresse à une entité très importante pour barrer la route à cette pandémie. Il s'agit bien des femmes. Au-delà d'un simple plan de riposte à la maladie, le programme des Nations Unies pour le développement insiste sur l'autre dimension de la crise. Il s'agit des aspects humanitaires et socio-économiques. Et ce sont les femmes leaders qui ont été outillées afin qu'elles puissent sauver leurs affaires dans cette crise sanitaire. Luc Opak-Belgen.
Depuis le 9 mars 2020, le Burkina Faso dans son ensemble est confronté à la COVID-19, la maladie à coronavirus. Toutes les couches de la population subissant les effets de la maladie, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, s'intéresse de ce fait à un pan important de cette population, les femmes. C'est à travers le projet d'appui au plan national de riposte contre la COVID-19 au Burkina Faso, sous le thème « Initiative d'implication des femmes leaders burkinabais dans la lutte contre la COVID-19 ». La formation des femmes leaders en conception et gestion des projets bancables, e-recording des transactions à Ouagadougou se tient dans ce sens. Ce plan vise les différentes dimensions de la crise au-delà de la santé. Il s'agit aussi des aspects humanitaires et socio-économiques. Ainsi, le plan d'appui a mis un accent particulier sur la dimension genre de la pandémie et son impact socio-économique sur les femmes. Raison pour laquelle le PNUD et l'UNCDF, et en partenariat avec le SP-CONAP Genre, ont organisé cette formation en vue d'offrir une opportunité aux femmes leaders de se doter d'outils et de techniques nécessaires à une meilleure gestion de leur activité économique dans un contexte Covid. Concrètement, ces 50 femmes devront être outillées sur des modules comme les étapes d'élaboration d'un projet bancable, les facteurs de succès et les entraves dans la gestion des affaires et comment mieux gérer l'influence de la famille dans le milieu des affaires. Le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre apprécie. La réponse à la COVID-19 nécessite une implication effective des femmes leaders burkinabés pour l'atteinte des objectifs. C'est ainsi qu'avec l'appui financier du Japon dans le cadre de la collaboration interagences UNCDF, UNDP et en concertation avec le SP-CONAP Genre, diverses actions ont été menées non seulement pour la réponse, mais aussi pour le relèvement post-sanitaire à l'endroit des femmes leaders à travers un appui à la formulation et au démarrage d'activités socio-économiques. Le ministère de la Femme, le SP-CONAP Genre, réunis autour du PNUD, de l'UNCDF et du Japon, sont les partenaires grâce auxquels cette série de formations qui se fait par vague de 50 a pu se tenir. Eux aussi constituent une couche vulnérable de cette crise sanitaire. Il s'agit des enfants. Quelle peut être justement leur perception dans cette crise qui secoue le monde entier et qui ont vu leur année scolaire chamboulée l'année dernière du fait de la pandémie, ont certainement leurs avis à donner, des avis qui comptent énormément pour l'ONG Save the Children. À travers des astuces, notamment un atelier graffiti à Dori, l'ONG a permis à une trentaine d'enfants de s'exprimer sur la COVID-19. Je vous laisse découvrir leur perception de ce virus qui a réduit leur marge de manœuvre. Rémi Lambert-Nivier. Tous en cache-nez, ces élèves du lycée municipal Dr Salifou Diallo de Dori renvoient de prime abord l'idée qu'ils ont conscience de l'existence de la pandémie de la COVID-19. Tout comme leurs camarades des autres régions, ces élèves du Sahel burkinabé ont été les victimes collatérales de cette pandémie par la suspension de l'année scolaire 2019-2020. Mais la COVID-19 est toujours là et ils vivent la situation au plus profond d'eux-mêmes. Les emmener à l'exprimer, c'est l'objectif recherché par l'ONG Save the Children. Le dessin est le canal choisi. Et voici une idée de la perception de cet échantillon de 30 élèves sur la pandémie. Trois idées principales se dégagent de ces dessins et l'ONG Save the Children va pousser ses élèves à mieux les exprimer à travers un art qu'ils maîtrisent le moins, le graffiti. En groupe de 10, ils se révéleront pourtant être des artistes graphistes en herbe et mieux leurs opinions sont exposées. D'abord, la COVID-19 semble avoir réduit la joie de vivre dans les familles. Différentes familles qui sont malheureuses à cause du Covid. Et le Covid, c'est un virus. Et les familles sont tristes parce qu'à cause du Covid, elles sont séparées, 1 mètre de distance, quoi. Donc, si elles ne respectent pas les gestes de barrière, elles vont se contaminer. La distanciation physique aurait impacté leur vécu, mais ces toiles révèlent qu'ils sont bien conscients de l'importance de cette mesure. Bon, nous, on voulait faire passer le message que si on suit les gestes barrières,
il n'y aura pas de Covid-19 ni de virus et on pourra enfin enterrer le Covid-19. RIP Covid-19 sur cette toile. Tout simplement, l'espoir d'un retour à la vie normale est nourri par les enfants. Ils sont en train de chercher le remède, là, ils n'ont pas trouvé jusqu'à présent. Donc, on espère d'ici la fin d'année, ils puissent trouver. On espère vraiment qu'après la Covid-19, on puisse revivre comme avant. Au terme de cet atelier graffiti, l'engagement est pris par ces élèves du Sahel burkinabé. Ils comptent s'impliquer davantage dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Avec cette activité-là, ça nous a permis de comprendre que non, le Covid n'est pas parti, mais on peut toujours le chasser. On va essayer de resserrer la ceinture, afin de ne pas être contaminé. À travers cet atelier graffiti qui a regroupé des élèves de 12 à 16 ans, l'ONG CV Culturel veut susciter une prise en compte des opinions des enfants de la région du Sahel dans les prises de décision. Ils sont du même coup formés comme de potentiels sensibilisateurs auprès de leur entourage. Ils sont plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois sur l'étendue du territoire à être la cible du ministère de la Santé depuis quelques jours. Le département du professeur Claudine Lougué a entamé l'administration de la vitamine A, une initiative qui vise à améliorer le système immunitaire des enfants afin de les éviter plusieurs pathologies. Abdou Aziz Saré pour plus de précisions. D'abord un premier comprimé, puis un deuxième pour Abdou Kabir Bikenga. Maintenant, cet enfant de 3 ans a son système immunitaire renforcé grâce aux vitamines A qu'il vient de recevoir par voie orale. La vitamine A d'autres vertus, beaucoup d'autres vertus, dont l'amélioration de la vision, mais surtout le but poursuivi, c'est améliorer l'état immunitaire de l'enfant pour lui permettre de lutter contre les infections, ces infections qui augmentent la mortalité infantile. Le ministère de la Santé s'est engagé à améliorer de manière drastique la santé de la mère de l'enfant, et du jeune enfant et du nourrisson et de l'adolescent. Et dans cette stratégie, nous avons développé des actions dont l'impact est visible et immédiat. Et c'est comme ça que depuis un certain nombre d'années, nous donnons une supplémentation en vitamine A pour nous assurer que les enfants ont la vitamine A nécessaire. Ce deuxième passage des journées vitamine A+, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments. Il concerne plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois. En plus des vitamines A, les enfants sont également déparasités et dépistés. Ceux qui présenteront des signes de malnutrition seront suivis. Et donc, en prenant le périmètre brachial, on mesure le périmètre pour savoir si l'enfant est dans la bande verte. C'est bon. Et tous les enfants que nous avons vus depuis ce matin sont heureusement dans la bande verte. Si l'enfant est dans la bande jaune, c'est comme les feux rouges et les feux tricolores. C'est une alerte qu'il faut suivre. Et donc, nous avons vu des enfants bien nourris. Et si ces enfants sont bien nourris, c'est que les mamans ont été bien suivies et les mamans ont bénéficié des conseils nécessaires. Et c'est le lieu encore de réitérer les remerciements du gouvernement aux agents de santé qui jouent leur rôle. Cette campagne nationale de supplémentation en vitamine A+, est financée par l'UNICEF. Elle s'étend sur 3 jours en milieu urbain et 1 mois en milieu rural. L'ONG HELP, elle est au chevet des déplacés internes de la région du Centre-Nord avec son projet de secours d'urgence et de relèvement des personnes déplacées internes. Après 2 années de mise en œuvre du projet, l'heure est au bilan. C'est la satisfaction sur toutes les lèvres, comme vous allez le voir avec les déplacés qui ont reçu des cash transferts du bétail, de l'appui à la production agricole et des tentes pour se reloger. Benjamin Kwame. C'est un site d'abri d'urgence de type sahélien implanté dans la commune de Piscila. Des abris, une centaine réalisés par l'ONG HELP pour aider les personnes déplacées internes de la région du Centre-Nord et du Nord. Des déplacés, mais aussi des populations hautes. Mahamadi Sebogo vit sur le site avec ses 3 épouses. Il bénéficie d'un appui en production agricole.
Nous avons eu des espaces pour faire des demi-lunes. Et là, les semences poussent bien. Quand on utilise l'engrais NPK avec la méthode 23-14-23 sur 1 hectare, on peut récolter 20 ou 18 tonnes de sorgho blanc qu'on appelle sésame. Cette semence pousse vite en l'espace de 60 jours seulement. Depuis notre arrivée ici, HELP nous a soutenus. Il a essuyé nos larmes. D'abord, il nous a donné des maisons. Ensuite, il nous a donné de l'argent, 30 000 francs 3 fois. Il a offert également du bétail à nos épouses. Tout ceci pour que nous puissions nous prendre en charge. D'ailleurs, tout ce qu'on avait avant notre arrivée ici, tout est resté dans la fuite. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons. 500 producteurs ont bénéficié de semences améliorées en 2020 dans ce projet. Ces femmes et ces hommes ont bénéficié également d'un appui à la reconstitution de l'élevage. 600 bêtes ont été distribuées aux producteurs. Récupération de terres dégradées, accès à l'eau potable, dotation en nutriments pour les enfants, transfert d'argent, échanges communautaires et appui conseil, autant d'activités que l'ONG HELP a menées durant ces 2 années et c'est un bilan jugé satisfaisant. Le bilan que nous pouvons tirer de ce projet positif, c'est un bilan satisfaisant, en ce sens que nous avons répondu aux attentes des personnes déplacées internes ainsi que des populations hautes, même si par moment il y a eu plus ou moins de désagréments parce que le matériel utilisé à un certain moment a été dégradé avec le temps. Nous sommes revenus après pour changer totalement en fait les bâches qui permettent aujourd'hui au PDI de se retrouver donc dans des abris sûrs et dignes. Tous ces résultats ont été présentés aux autorités et acteurs sociaux de la région, eux qui saluent l'initiative. Un autre projet sera lancé pour 2 ans avec pour objectif de faire retourner les déplacés dans leur zone d'origine. Et dans le relais qui est pris donc par ce projet, nous allons beaucoup consolider en fait les acquis que nous avons et également ouvrir des perspectives pour les PDI. Ces perspectives, c'est quoi? Pour les PDI qui sont volontaires pour le retour dans des zones qui sont pacifiées, sécurisées, nous allons les accompagner pour relancer en fait la production et également construire des abris semi-durables. Plus d'1,8 milliard de francs CFA, c'est le coût de ce projet financé par le ministère allemand des Affaires étrangères. L'ONG HELP intervient au Burkina Faso depuis 2008. Sa vision est d'éradiquer la misère, la pauvreté et l'injustice sociale sur toutes ses formes. 82 jeunes défavorisés, désormais rompus dans divers domaines des bâtiments et des travaux publics à Ouagadougou. C'est la matérialisation des initiatives du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il n'y a pas que des jeunes de la capitale burkinabé qui sont bénéficiaires. Ceux de Bobo Dioulasso et des Igniarés ont été pris en compte, nous dit Justin Amonto. C'est une visite de chantier sur un projet tout particulier. Le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA est en tournée sur plusieurs chantiers où sont en activité des jeunes défavorisés bénéficiaires de la formation pratique dans le bâtiment et travaux publics BTP. Maçonnerie, menuiserie aluminium, soudure, électricité. Pour ces jeunes déployés sur le terrain dans les quartiers Padoua, Garguin, Ouaga 2000, c'est une opportunité de connaître le terrain et surtout d'intégrer facilement le marché de l'emploi. Quand je suis venue sur le terrain, j'ai vu comment se passe cette formation en électricité. Comment on met les tubes, comment faire pour serrer les vis des différents interrupteurs, des boîtes de dérivation. En tout cas, j'ai beaucoup appris dans l'électricité et c'était mon souhait. Et nous savons qu'au sortir d'ici, nous allons être prêts à affronter le marché. Mais ce que je voulais ajouter comme doléance, c'est de demander aux FAFA, aux partenaires, de nous appuyer après la sortie, pour que nous puissions bénéficier de matériel, tout comme un financement pour nous permettre de nous installer. Cette visite de terrain est d'une importance capitale pour le FAFPA. Ils sont actuellement sur les différents chantiers. Vous avez pu constater avec nous que c'est la pratique qui occupe le plus grand temps de ces formateurs. C'est ce que nous recherchons.
l'enjeu et les défis pour nous, c'est de faire en sorte que les jeunes là puissent être, à travers la formation professionnelle, et améliorer leurs compétences pour pouvoir être sur le marché de l'emploi et en dehors de la fonction publique. Financé à plus de 41,5 millions de francs CFA par le FAFPA, ce projet de formation vise à améliorer l'employabilité des jeunes burkinabés issus des milieux défavorisés. L'école polytechnique privée du Faso, E2PF de Ouagadougou, figure parmi les centres de formation partenaires chargés de former ces jeunes. La spécificité au niveau de l'école polytechnique privée du Faso à travers son centre de formation professionnelle dénommé IADON. Et nous faisons en sorte qu'à la fin de la formation sur une période de courte durée, que les jeunes soient vraiment opérationnels. Après la formation, le FAFPA prévoit doter ces jeunes burkinabés de kits d'installation. Ils vont également bénéficier d'attestations. Des jeunes d'autres localités bénéficient aussi de cette formation. 100 jeunes à Zignaré et 100 autres à Bobo-Dioulasso. Des étudiants qui veulent donner du sens à la gouvernance économique et financière au Burkina Faso. Nous sommes à l'université Thomas Sankara, une conférence publique initiée par le club SIFOEB de l'UFR-SEG de cette université. Ici, c'est la contribution de la recherche scientifique dans la transparence financière qui est posée comme sujet de réflexion. Luc Pakbelgen. La recherche devrait être à la base des programmes et des politiques de gouvernance économique et financière. En la matière, l'université peut être se creuser d'où doivent jaillir les propositions devant guider les dirigeants. C'est à cette préoccupation que tente de répondre le club SIFOEB de l'université Thomas Sankara à travers des analyses et des débats publics comme cette conférence organisée à l'UFR-SEG, l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion. Les étudiants prétendent donner du sens à la gouvernance économique et financière. C'est d'interpeller les responsables, d'interpeller les acteurs de la recherche scientifique à s'intéresser encore beaucoup plus à la question de la bonne gouvernance, quand on sait bien que le monde universitaire s'investit beaucoup plus dans le développement. Et comme on le dit, le développement est à la de la recherche. Et comme on le dit, la recherche est à la base donc de tout développement. La recherche devrait aussi donc contribuer à promouvoir en tout cas la bonne gouvernance au sein donc de notre pays, afin donc que nous puissions aboutir donc à un développement socio-économique radieux. Gouvernance et transparence financière au Burkina Faso, quelle contribution de la recherche scientifique? C'est le thème expliqué par le professeur Mamadou Diarra, un rompu des questions économiques. La bonne gouvernance financière peut être entendue comme la capacité donc, de l'acteur public à réaliser les objectifs fixés, bien sûr, avec les moyens qui lui sont assignés. Donc, si on accepte cette définition, il est évident que pour définir les objectifs, planifier et trouver les moyens pour atteindre ces objectifs, il est évident que les chercheurs ont un rôle important à jouer, dans le sens que ce sont les chercheurs qui vont définir le modèle de développement. Ce sont des chercheurs qui vont identifier les besoins. Ce sont des chercheurs qui vont trouver ce qu'on appelle la cohérence interne et externe donc, de toutes ces variables pour qu'on puisse atteindre l'objectif assigné en utilisant l'instrument qui est le budget donc, de l'État. Le club SIFOEB est un groupe organisé d'étudiants qui s'intéressent aux questions budgétaires pour une gestion saine des finances publiques au niveau central comme au niveau local. C'est un cadre de promotion de la transparence et de la redevabilité budgétaire. Il a pour mission d'interpeller les autorités locales et nationales sur les questions de budget et de mener des actions de plaidoyer en vue d'une gestion vertueuse des ressources publiques. Une gestion vertueuse des ressources publiques passe également par une formation de qualité des futurs responsables de la gestion et des finances. En tout cas, à l'École nationale des régies financières où ils sont formés, c'est la dynamique qui est enclenchée. Il est question de réformer les curricula de formation. C'est l'objet d'une rencontre qui a réuni à Koudougou les responsables de l'ENAREF et leurs partenaires. Justin Amontoyete, voici pour vous son compte-rendu. Au Burkina Faso, le secteur de l'économie et des finances est en plein essor. Chaque année, l'École nationale des régies financières ENAREF s'adapte à cette évolution afin de garantir à ses partenaires un service de qualité.
Cet atelier, qui se tient ici à Koudougou, est le lieu pour l'ENAREF de lancer ses activités de réforme des Kulkila. Ce premier atelier, qui réunit des membres du comité technique, devra permettre d'identifier clairement et analyser les besoins de formation des administrations partenaires de l'ENAREF, administration économique et financière du Burkina, mais également de nos pays partenaires, des collectivités territoriales, des établissements publics et parapublics, ainsi que du secteur privé. Pour ensuite mener une analyse des situations de travail par filière et par cycle de façon à déterminer précisément les compétences dont les futurs agents ont besoin pour l'exécution de leur mission. Depuis 2015, l'école est certifiée ISO 9001. Cette étape du processus de relecture des curricula de la formation de l'ENAREF va permettre d'élaborer des référentiels de formation utilisables dès la rentrée scolaire 2021-2022. À l'ENAREF, il y a 6 filières. Nous avons la filière comptabilité, la filière fiscalité, finance, statistiques, aménagement du territoire, économie et développement. Tous ces secteurs vont être touchés. Nous allons également accorder plus de temps aux stages pratiques et mieux organiser ces stages pratiques. Pour les cadres supérieurs qui sont amenés à faire des mémoires de fin d'études, nous allons questionner également la manière dont ces mémoires sont organisées, les thématiques qui sont abordées et le lien qu'il faut qu'il y ait entre l'école, la formation et l'administration qui va accueillir les cadres qui vont sortir. Pendant 10 jours, l'ENAREF et ses partenaires vont mener des réflexions autour du thème « Diagnostic de la situation de travail des métiers de l'économie, des finances et du développement ». Transformer structurellement l'agriculture burkinabé vers un secteur créateur de richesses. 7 ans après, le PCSA a-t-il atteint ses objectifs? Les acteurs s'interrogent au cours d'une rencontre où les acquis du programme de croissance économique dans le secteur agricole ont été dressés. Bessogré John William Somda. Après 7 ans de fonctionnement, le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA tire vers sa sortie. Fruit de la coopération avec le Danemark, ce programme vise une transformation structurelle de l'agriculture burkinabé vers un secteur puissant qui contribuera en même temps à la croissance économique, à la création de l'emploi et à la réduction de la pauvreté. À un mois de cette sortie, les acteurs majeurs du PCSA entendent capitaliser leurs acquis sur la période d'activité. Dans un élan de redevabilité, le coordonnateur du programme, les différents acteurs et les pouvoirs publics se sont réunis le 2 décembre pour faire l'état des lieux. Et ce matin, c'est la stratégie de sortie parce que nous cheminons vers la fin du programme et nous clôturons plus ou moins un certain nombre d'activités au 31 décembre et nous allons achever, pour ce qui concerne la composante A, des activités jusqu'en fin mars. Donc c'est un devoir pour nous de réfléchir avec l'ensemble des acteurs pour voir comment nous allons nous retirer de façon à ce que ce qui a été fait puisse donc demeurer. En 7 ans, le PCSA a mené de nombreuses activités et permis à de nombreux entrepreneurs de mettre leurs projets en place. De la liste des activités menées et des satisfactions, le coordonnateur chiffre à l'appui dresse le bilan. Au niveau du bilan, nous pouvons dire de manière succincte, nous avions eu à accompagner au moins 914 opérateurs économiques, dont 53 grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, donc qui sont essentiellement dans le domaine de la transformation. Au niveau de la sous-composante A1, à mobiliser des investissements privés de près de 7,5 milliards pour accompagner les opérateurs économiques. Au niveau des banques, nous avions mobilisé 11,7 milliards de francs CFA de prêts d'investissement et de fonds de roulement. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement hydro-agricole, on se satisfait du bilan du PCSA, non sans se projeter sur la perspective de donner une suite au programme. Selon moi, on a atteint les objectifs de ce programme. La grande partie des activités prévues et les investissements majeurs ont été réalisés. Ce projet est vraiment une fierté pour le ministère aujourd'hui. Pour la fin de ce programme, il y a des réflexions en cours pour les perspectives du programme, mais rien n'est ficelé pour le moment. Mise en œuvre pour contribuer à l'augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles, le PCSA dispose de 2 composantes. La composante A destinée à l'appui à l'entrepreneuriat et au secteur privé agricole et la composante B à l'appui des conditions cadres du secteur agricole.
Le rendez-vous a encore été respecté cette année. C'est parti pour le festival Nyangologo en fête. Du 1er au 6 décembre 2020, la cité de Santa dans la Comoé va vibrer au rythme de la 5e édition de ce grand rendez-vous culturel. La cérémonie de lancement s'est déroulée le mardi dernier en présence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Un reportage Soto Justin Dabiri. Fanfare et pas de danse des majorettes pour marquer le lancement officiel de la 5e édition du festival Nyangologo en fête. Un festival qui a pour objectif de rassembler les filles et fils de la cité de Santa autour de la culture. Pour cette 5e édition, plusieurs innovations ont été apportées à l'événement. C'est-à-dire au-delà de ce que nous faisons comme format, vous avez vu la fanfare, vous avez vu les majorettes, vous avez vu la troupe de théâtre, nous voulons toujours porter un message. Il y a la lutte traditionnelle qui est là, mais actuellement nous voulons que les écoles puissent, c'est-à-dire qu'il y a des candidats, des lutteurs qui vont venir de nos collèges, lycées et collèges, et filles comme garçons. Il y a des panels le samedi. Il y a le panel, par exemple, sur la santé de la reproduction. Le deuxième panel, c'est sur les droits d'auteur, puisque nous travaillons avec les artistes. Nous avons invité le DG du BBDA. Il doit venir expliquer aux différents promoteurs, aux différents acteurs, les droits d'auteur, comment les utiliser. Et en troisième lieu, comme je l'ai dit, nous avons demandé à l'ambassade du Japon de venir nous donner un éclat sur le système éducatif japonais. Inspiré du modèle japonais, Kasum Kone veut par la culture apporter un essor considérable au développement de la ville de Nyangologo. Voilà une nation dont le sous-sol est pauvre. Par rapport au Burkina est plus riche que le Japon. En matière de sous-sol, il n'y a rien. C'est-à-dire en matière d'autres ressources, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une richesse inépuisable dans la culture. Et cette culture ici à Nyangologo, on pourrait vous le dire, et je me plais à le dire tout le temps, la culture nous a permis de ressouder les gens. Une initiative appréciée par le ministre en charge de la culture. Selon Abdul Karim Sango, par ces temps qui courent, la culture est le seul ressort sur lequel l'on peut battre une nation sûre et forte. Et de ce point de vue, le gouvernement tenait à féliciter, à encourager et indiquer clairement aux promoteurs de ce grand festival dans cette belle partie de notre pays que le gouvernement va toujours être à leur côté. Parce que le gouvernement a conscience que la culture est non seulement un facteur de raffermissement des liens sociaux qui permet de garantir la cohésion sociale, mais la culture aussi est un moyen qui permet de développer un pays au plan économique. À quelques jours du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région des Cascades, le festival Nyangologo en fait vient comme une activité en amont qui ouvre les festivités du 11 décembre à Banfora. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Niabouri dans la Sicile, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.